Ça, c'est la slide classique que j'espère que vous avez toujours vue, mais c'est toujours bien de le rappeler que la sécurité chez AWS, c'est une responsabilité qui est partagée entre vous et nous. Donc, nous, on est responsable de la sécurité du cloud et vous, de votre côté, vous serez responsable de la sécurité qui est dans le cloud. Ça veut dire, nous, on vous provide des services qui sont sécurisés et à l'intérieur, la manière dont vous les utilisez, les applications que vous hébergez à l'intérieur, c'est votre rôle de pouvoir les sécuriser, mais aussi, on vous aide, grâce à des services, de pouvoir le faire simplement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus deep parce que comme cette responsabilité elle est partagée, c'est aussi bien de pouvoir comprendre comment nous, de notre côté, on sécurise le cloud. Donc, comment AWS sécure le cloud? Le premier truc qu'on va mettre en place et qui est vraiment clé chez nous, ça va être tout ce qui est au rapport avec les process. Et comment on arrive à toujours s'améliorer là-dedans. Et la technique qu'on utilise, c'est la technique des 5 pourquoi. C'est pourquoi comment on va pouvoir identifier la root cause pour vraiment, à ce niveau-là, targeter et avoir le bon fixe au bon moment. Donc, on va demander, par exemple, il y a eu un événement X qui s'est passé. Pourquoi cet événement a eu lieu? Il y a eu une faute de frappe. Pourquoi on autorise les fautes de frappe en fait dans le système? C'est qu'il n'y a pas de code validation. Et pourquoi il n'y a pas de code validation? C'est parce qu'on utilise le shell. Et du coup, le problème, maintenant on le sait, c'est qu'on a des humains qui utilisent quelque chose qui n'est pas validable. Donc on va reprendre ça et au lieu de blâmer les humains, on va modifier le processus pour le rendre plus sécurisé à chaque fois et de pouvoir apprendre de nos erreurs. Et c'est très important de ne pas dire « Ok, ça a été une faute humaine, je passe, et, on va mettre des validations en place qui sont des process humains. » Non, on va pouvoir mettre ça. Et ce qu'on va faire aussi, c'est de pouvoir éloigner tout ce qui est humain de la data. On va vraiment faire cette séparation et pour ça, on va automatiser tout ce qui est possible par du script parce que les scripts, c'est quelque chose qui est fiable, qu'on peut faire runner plusieurs fois, où on va avoir un résultat qui est attendu, qu'on peut faire des tests unitaires dessus. On va complètement éliminer la notion de super admin. Il n'y a pas de super admin chez AWS, on n'a pas accès à votre compte et tous les accès qu'on pourrait avoir sont strictement réglementés, jamais sans votre accord. Et même quand on a accès, ça va être vraiment une partie infime qu'on va pouvoir voir, juste ce qu'il nous faut pour pouvoir débugger vos applications, vous aider à avancer et corriger les erreurs qui puissent arriver. Et volontairement, on n'a pas accès à ces données-là, on n'a pas accès à votre workload. Mais comment on fait ça directement? Donc là, je vous ai mis une petite photo d'un de nos Blade serveurs qu'on met dessus. Et le truc le plus important, ça va être les deux cartes qu'on voit ici. C'est en fait les cartes Nitro. Ces cartes-là, on en a fait plein de générations, on en a de toutes sortes. Et c'est ce qui va nous permettre d'éloigner les opérateurs de votre donnée. Donc, comment ça se passait avant ces cartes Nitro? On avait du coup le Zen Hypervisor qui gérait la création des instances EC2 que vous utilisez. Et à côté, on avait le DOM0 qui est la partie en fait vraiment AWS où on va pouvoir injecter le VPC, on va pouvoir injecter les disques durs IBS dessus et avoir toute cette console de management que les opérateurs AWS pouvaient accéder pour pouvoir faire des modifs, pour pouvoir débugger l'application. Avec Nitro, on a complètement changé cette interface-là et on est sorti du coup de la Blade en elle-même sur les cartes pour pouvoir déplacer ça au niveau de la carte Nitro. Et maintenant, vous avez l'ensemble des workloads, l'encapsulation VPC, le chiffrement des données sur des disques durs EBS qui vont être gérés par cette carte. Et on voit en jaune juste ici le monitoring et le management du serveur qui va être géré à l'intérieur de cette carte sans avoir accès du coup à l'host, au serveur en lui-même et du coup ne pas accéder à votre code, ne pas accéder à rien du tout qui est dedans. Donc un opérateur ne pourra pas accéder à ça. Et sur ces cartes Nitro, on a fait que la sécurité n'est même pas sur du software, mais directement intégrée dans le hardware qu'on appelle le Nitro Chip. Et dessus, ça nous permet de tout ce qui va être instance,
quand la personne va vouloir, par un hack, par une faille de sécurité quelconque, pouvoir avoir accès au BIOS, de pouvoir changer des configurations très bas niveau au niveau de l'instance, toutes ces opérations vont passer par le NitroShip qui refuse tout ce qui est écriture par défaut. Donc, il n'y a aucune possibilité depuis une instance de revenir sur l'os de l'operating system pour pouvoir après jumper d'instance en instance. C'est directement relié à nos cartes Nitro qui font la sécurité. Et on voit bien que cette carte, elle va gérer énormément de choses dans notre application, et notamment tout ce qui va être chiffrement et encapsulation du VPC. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que cette carte-là, qui a été protégée, qui a mis, repose sur ces fonctionnalités clés de sécurité. Et du coup, le chiffrement, c'est quelque chose qui est super important pour pouvoir éloigner les gens de la donnée. Si on n'a pas la clé, on ne peut pas la voir. Et on va utiliser ce qu'on appelle des Hardware Security Modules, donc des HSM, pour pouvoir encrypter la donnée, garder les clés de manière sécurisée, parce que dans ces modules-là, c'est impossible de pouvoir sortir la clé du module. Donc on va garder toutes ces encryptions dedans. Et pour simplifier, pour vous donner accès à ça, on a créé un service qui s'appelle KMS et qui vous permet de gérer de manière très simple la gestion des clés, l'encryption qui est dedans. Et ça, c'est directement géré aussi dans la carte Nitro pour pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités. Donc, avec tout ça, ça nous permet d'avoir l'ensemble des certifications que vous voyez, comme des PCI DSS, des ISO en compliance, des IPA pour tout ce qui va être workload sur la santé, et d'avoir ces certifications. Ces certifications, c'est hyper important parce que vous pouvez croire ce que je vous dis sur les cartes Nitro, mais c'est encore plus intéressant quand c'est un auditeur indépendant qui prouve nos process se conforment à ces hauts niveaux de standards de sécurité. Et je vous demande même pas de croire quasiment ces auditeurs, c'est aussi nous croire sur les faits. Durant ces dernières années, on a eu plusieurs vulnérabilités qui sont de type 0 day, donc directement dans des softwares qu'on utilise depuis super longtemps, et on a pu les régler de manière très très rapide. Donc on a des choses comme Heartbeat, on a entendu énormément parler, c'était directement dans le processeur, on a pu patcher ça dans la journée même où l'annonce était sortie. Et des choses comme Log4Shell, donc les vulnérabilités de Log4j, qui dans AWS est une plateforme Java qu'on utilise énormément. En 24 heures, on a pu patcher l'ensemble de nos services et pouvoir se reconformer et vous mettre en sécurité dedans. Donc ça, c'est des vraies preuves de notre excellence opérationnelle en niveau de sécurité. Donc maintenant, comment, de votre côté, vous pouvez sécuriser vos applications dans le cloud. Donc, on va avoir des choses très bêtes à faire dès le départ. Ça peut paraître complètement débile, mais renseigner ces contacts dans votre compte AWS, c'est quelque chose de super important. Si nous, on détecte que vous avez été hacké ou quelque chose d'anormal sur votre compte, on va vous envoyer un email. Si personne reçoit cet email, vous ne serez pas au courant. Donc, très, très important de commencer par là, d'avoir les bons contacts dessus. Il y a aussi tout ce qui va être accès au compte route. Le compte route, c'est le premier compte que vous avez quand vous démarrez un compte AWS. Vous mettez votre adresse email, vous mettez un password. Ce compte-là, si vous le faites hacker, si vous perdez les credentials, ça va être très très dur de pouvoir récupérer les informations qui sont dedans. Donc, la première chose qu'on fait, c'est activer le MFA, mettre un password qui est sécurisé, retirer les clés d'API, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir des clés d'API sur le compte route, et on va juste ne pas l'utiliser. On n'a pas besoin d'utiliser ça, on va tout de suite créer des utilisateurs IAM. Et du coup, on va configurer chaque développeur, chaque personne qui doit accéder à la console AWS a besoin d'avoir un compte IAM. Un compte utilisateur. Ce compte utilisateur, c'est hyper important de protéger par un mot de passe parce que souvent, ils vont automatiquement créer leur mot de passe, les développeurs, quand on va les inviter. On va mettre des règles de mot de passe.
On va leur demander d'ajouter le MFA. On va pouvoir faire une policy par rapport à ça et régler des accès à quoi ils ont accès, à quoi ils n'ont pas accès. Très important de gérer le list privilège là-dessus. Et ça, on vous offre des outils. Vous allez dans la console IAM, vous avez exactement tout ça pour pouvoir régler la taille, l'expiration des passwords et de pouvoir mettre la sécurité en place là-dessus. Il ne faut pas confondre les utilisateurs et les applications. Les deux ont besoin d'avoir des accès à AWS. Si vous voulez contacter une base de données DynamoDB, vous avez besoin d'avoir des accès pour vos applications pour pouvoir jouer. Surtout, n'utilisez pas des utilisateurs pour faire ça. Les utilisateurs, quand ils ont des clés d'API, on va appeler ça des long-term credentials, ils n'ont aucune rotation qui est possible, ils expirent jamais. Normalement, les utilisateurs ont des droits plutôt assez larges. Du coup, l'impact qu'il va y avoir si vous faites voler ces credentials va être très important. De l'autre côté, si vous utilisez les rôles AWS, là, on va être sur une validation, une expiration des credentials qui est au bout de 1 heure. Donc, si on vous fait voler ces credentials-là, on pourra accéder que pendant 1 heure. Comme ils sont dédiés à une application, ils ont souvent des droits qui sont très très limités sur ce qu'ils peuvent faire. Juste contacter une base de données DynamoDB, de créer une entrée dans SQS et des choses comme ça. Donc, c'est seulement ça que les hackers vont pouvoir faire. Et derrière, on va faire la rotation des credentials qui vous permet de toujours, de manière transparente, avoir des credentials qui sont failles. Donc, si vous pouvez, à n'importe quel moment, utiliser les rôles plutôt que les utilisateurs. Ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'il n'y a pas que les credentials AWS, il y a aussi des secrets dans vos applications, notamment les credentials pour accéder à votre base de données. Avant, on faisait beaucoup d'utiliser ces credentials en les mettant dans les variables d'environnement. Surtout, ne le mettez pas dans le code, ne le committez pas sur GitHub, mais d'avoir des secrets qui sont récupérés au runtime. Donc, on va pouvoir créer une petite partie de code à l'intérieur qui vient appeler Secret Manager, récupérer les secrets juste au moment. Ça vous permet aussi de créer des secrets que personne ne connaît dans votre entreprise. Il faut passer par l'application pour pouvoir accéder à la base de données. Les développeurs ne sont pas au courant de ces secrets-là. Ils ne peuvent pas se connecter sans autorisation préalable, sans avoir le rôle IAM qui dit « je peux accéder à mes secrets ». Mettez en place des réseaux privés. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité in-depth. On va pouvoir mettre plusieurs layers les uns après les autres pour que si on a une faille de sécurité, on soit toujours récupéré par un autre layer qui empêche. Ce qui est très facile à mettre en place, c'est un réseau privé où vous allez mettre vos bases de données RDS directement dedans. Vous n'avez rien besoin de configurer de plus pour pouvoir faire ça. On n'a pas besoin de NAT Gateway, on n'a pas besoin de Bastion, on n'a pas besoin de VPC Endpoint. Nous, on gère sans Internet la possibilité de faire des patchs et tout ça. Donc, c'est quelque chose de très simple. Vous augmentez la sécurité. La base de données n'est pas accessible par Internet. Et vous pouvez mettre ça en place vraiment très rapidement. Les choses qui est le plus important, comme nous dit Wagner, c'est encrypt everything, chiffrer l'ensemble de ce que vous faites. Donc, on va pouvoir chiffrer tout ce qui est volume IBS, donc les disques durs qui sont attachés au votre intent. C'est juste une checkbox à cliquer. Vous avez quasiment très minoritairement un downside sur les performances. C'est de l'ordre de 5%. C'est vraiment rien. Vous avez par contre de l'autre côté un gros gain de sécurité quand vous le faites. Une checkbox à checker. Quand vous allez sur vos bases de données RDS, c'est exactement la même chose. Vous pouvez chiffrer les disques durs, chiffrer les backups. C'est seulement une checkbox pour pouvoir le faire. Et après, le trafic qui va arriver dans vos applications, tout ce qui est public vers Internet doit avoir un certificat HTTPS pour pouvoir marcher. Et ça, vous pouvez le faire du coup avec Certificate Manager et le connecter directement avec du CloudFront, de l'API Gateway, des load balancers et même Amplify pour pouvoir avoir vos workloads qui sont sécurisés, tout ce qui va être connectable depuis Internet. C'est très facile à mettre en place. Je ne vous ai pas fait des screenshots là, vous avez un QR code que vous pouvez scanner pour en savoir plus là-dessus et comment mettre en place pour les différents services ce certificat HTTPS.
Du coup, maintenant, avec AWS, vous avez pu, en tant que startup, de vous dire, est-ce que dans la roadmap, je vais mettre des features, des fonctionnalités, ou eh bien, je vais arrêter et je vais faire de la sécurité. Vous avez vu, c'est seulement quelques checkbox à mettre en place pour pouvoir l'avoir. Donc maintenant, vous pouvez faire sécurité et fonctionnalité en même temps pour pouvoir arriver. Je vous remercie pour cette session, elle a été rapide. Je vous encourage à nous donner du feedback parce que chaque chose qu'on fait, on aime avoir vos retours pour pouvoir s'améliorer pour l'année prochaine et savoir si cette session vous a plu. Merci beaucoup.